Ma cousine riait. Elle riait de cette manière stridente et fausse qui fait grincer les dents, la tête renversée en arrière pour bien montrer son collier de perles. Tu gâches ta vie à la mairie, Isolde. C'est pathétique, a-t-elle gloussé. Je n'ai rien dit. J'ai serré mon verre de jus d'orange bon marché jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mais 2 heures plus tard, quand l'hélicoptère noir tactique du GIGN s'est posé au milieu des vignes de notre grand-père, soulevant un nuage de poussière qui a recouvert sa Porsche Cayenne flambant neuve, et que le général en tenue de combat m'a salué en disant « Commandant, nous attendons vos ordres », ma cousine est tombée à genoux. Littéralement. Et je mentirais si je disais que ce n'était pas le moment le plus satisfaisant de ma vie. Mais avant de plonger dans ce chaos absolu, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire incroyable. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. Si vous aimez les histoires de karma instantané, abonnez-vous, car ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Tout a commencé comme toutes les cousinades annuelles de la famille Delacroix, par une chaleur étouffante et une avalanche de mépris passif-agressif. Nous étions réunis au Château des Vignes, une vieille bâtisse en pierre dorée au cœur de la Dordogne, près de Bergerac. C'était l'héritage de notre grand-père, un lieu magnifique qui sentait la terre chaude, le raisin mûr et, aujourd'hui, l'hypocrisie. J'étais arrivée avec ma Peugeot 206 grise, une voiture qui avait vu des jours meilleurs, avec ses rayures sur l'aile droite et sa climatisation poussive. À peine avais-je franchi le portail en fer forgé que mon oncle Baudouin, le patriarche autoproclamé de la famille, m'avait fait signe de la main, comme on chasse une mouche. « Isolde, ma petite » avait-il crié, son ventre proéminent tendant les boutons de sa chemise en lin blanc. Ne te gare pas dans l'allée principale. On attend des invités importants, et enfin, ton véhicule fait un peu tâche à côté de la Mercedes de Bérénice. Mets-toi derrière la grange, dans l'herbe haute. J'avais obéi sans broncher. C'était mon rôle dans cette famille, la petite cousine effacée, la célibataire de 34 ans sans ambition, l'employé de mairie qui tamponne des formulaires d'état civil dans un sous-sol poussiéreux. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. C'est le mensonge que j'avais soigneusement construit depuis 10 ans pour protéger ma véritable identité. Quand j'ai rejoint le groupe sur la terrasse ombragée par les glycines, Bérénice tenait déjà la cour. Ma cousine, de 4 ans mon aînée, était ce que ma famille appelait une réussite éclatante. Elle possédait une chaîne de spa de luxe à Bordeaux, avait épousé un chirurgien esthétique, absent aujourd'hui, comme d'habitude, et ne manquait jamais une occasion de rappeler le prix de ses possessions. « Ah, te voilà !» s'est-elle exclamée en me voyant, sans se lever de son fauteuil en rotin. Elle m'a tendu une joue poudrée pour une bise rapide et sèche. On parlait justement de toi. Maman disait que tu avais encore le même tailleur que l'année dernière. C'est du vintage ou c'est juste la crise? Les rires ont fusé autour de la table. Ma mère, Francine, assise au bout de la table, a baissé les yeux vers son assiette de foie gras, ses épaules s'affaissant sous le poids de la honte par procuration. Maman était une femme douce, trop douce pour ce clan de requins. Depuis la mort de papa l'année dernière, elle semblait avoir rétréci, perdant sa voix face à l'arrogance de son frère Baudouin et de sa nièce. « C'est confortable », ai-je répondu simplement, prenant une chaise vide loin du centre de l'attention. « Confortable », a répété Bérénice avec un sourire en coin, faisant tourner son verre de Montbazillac. C'est le mot que les gens sans ambition utilisent pour justifier leur médiocrité. Tu sais, Isolde, j'ai vu une offre d'emploi pour une réceptionniste dans mon spa de Saint-Émilion. C'est payé 200 € de plus que le SMIC. Je pourrais peut-être te pistonner? Ça te changerait de tes vieux papiers poussiéreux à la mairie. Je suis bien où je suis, merci, ai-je murmuré, sentant la colère monter, non pas pour moi, mais pour l'image que mon père aurait eue de cette scène. Il m'avait toujours dit, la vraie valeur ne crie pas, Isolde. Elle chuchote. Laisse-la, Bérénice, est intervenu l'oncle Baudouin en coupant un morceau de pain avec une violence inutile. Certaines personnes sont faites pour être des leaders, d'autres pour être des suiveurs. Isolde est une brave fille, elle est juste limitée. C'est génétique, sans doute. Ton père n'a jamais su faire fructifier cet héritage non plus. C'était le coup de trop. Insulter ma carrière était une chose, insulter la mémoire de mon père en était une autre. J'ai ouvert la bouche pour répliquer, pour leur dire que le travail de bureau qu'ils méprisaient tant impliquait en réalité la coordination d'opérations antiterroristes pour la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Que j'avais reçu la médaille du courage 6 mois plus tôt, dans un bureau secret à Paris, pour avoir déjoué un attentat dans le métro. Mais je me suis tue. Le secret défense n'est pas une suggestion, c'est une loi absolue.
J'ai avalé ma rage avec une gorgée de jus tiède, ignorant que dans quelques minutes, le destin allait se charger de ma défense de la manière la plus spectaculaire possible. Mais alors que je cherchais une excuse pour m'éclipser, Bérénice a fait un geste maladroit. Son verre de vin liquoreux a basculé, déversant un liquide doré et collant sur mon chemisier blanc. Oups, a-t-elle gloussé, sans une once de regret. Désolée ma chérie. Mais bon, ne t'inquiète pas, avec ton salaire de fonctionnaire, en économisant 3 mois, tu pourras t'en racheter un chez H&M, c'est à cet instant précis, alors que je sentais le liquide sucré coller à ma peau et que les rires de ma famille résonnaient dans mes oreilles, que mon monde a basculé. Va te nettoyer, et pendant que tu y es, rapporte-nous des glaçons. Le seau est vide, a ordonné Bérénice en se détournant pour reprendre sa conversation sur son prochain voyage aux Maldives. J'ai marché vers la cuisine d'été, le dos droit, sentant leur regard méprisant brûler ma nuque. Pauvre fille, ai-je entendu tante Jocelyne chuchoter. Si seulement elle avait un mari pour s'occuper d'elle. Dès que j'ai franchi la porte de la cuisine en pierre fraîche, j'ai laissé tomber le masque. Mes mains tremblaient de rage. J'ai attrapé un torchon pour essuyer le vin, ma respiration courte et saccadée. Je voulais partir. Je voulais prendre ma mère, la mettre dans ma vieille Peugeot et fuir cet endroit toxique pour toujours. Mais soudain, une vibration intense a traversé mon sac à main usé posé sur le plan de travail. Ce n'était pas la vibration douce de mon téléphone personnel. C'était une vibration longue, saccadée, insistante. Le genre de signal qui gèle le sang de n'importe quel agent de terrain. J'ai plongé la main dans le sac, écartant les mouchoirs et les clés pour atteindre le fond, là où une doublure secrète dissimulait un smartphone noir, épais, sans marque, crypté au plus haut niveau militaire. L'écran ne montrait aucun numéro, juste un fond rouge clignotant avec 2 mots en lettres capitales blanches, Aigle blanc. Mon cœur a raté un battement. Aigle blanc n'était pas un exercice. C'était le code le plus élevé, réservé aux menaces directes contre la tête de l'État. J'ai scanné mon empreinte digitale et l'iris de mon œil. Le message s'est déroulé, froid et terrifiant. Alerte, menace surfacière détectée sur couloir aérien sud-ouest. Cotam 001, unité présidentielle, déroutée. Atterrissage d'urgence requis immédiatement. Lieu, aéroport Bergerac Dordogne-Périgord, EGC. État, 45 minutes. Situation, zone d'ombre tactique au sol. Risque de sniper ou mampade. Agent sur place, commandant Isolde Delacroix. Activation immédiate. J'ai relu le message 3 fois. Le président de la République était dans un Falcon 7X au-dessus de nos têtes, visé par un missile potentiel, et il allait se poser sur la petite piste de Bergerac dans moins d'1 heure. Et je me trouvais à exactement 3 km à vol d'oiseau de la piste. J'ai couru vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur les vignes. Le domaine de mon grand-père était situé sur une colline. C'était pittoresque pour les touristes, mais pour un expert en sécurité, c'était un cauchemar. De notre terrasse, on avait une vue plongeante, dégagée et parfaite sur l'approche finale de la piste d'atterrissage. Si quelqu'un voulait abattre un avion en phase d'approche avec un fusil de précision lourd ou un lance-missile portable, le toit de notre grange ou le clocher de la vieille chapelle au bout du domaine étaient les meilleurs endroits possibles. Merde, ai-je murmuré. Mon oreillette Bluetooth sécurisée, que je gardais toujours chargée dans ce sac, s'est connectée. La voix du directeur des opérations à Paris a résonné directement dans mon oreille, sans préambule. Commandant Delacroix, vous me recevez? 5 sur 5, directeur, ai-je répondu, ma voix changeant instantanément. Fini la cousine timide. C'était la voix qui avait négocié avec des preneurs d'otages et dirigé des assauts. Vous êtes notre seul actif fiable dans la zone immédiate. Les équipes du GIGN de Bordeaux sont en route par hélicoptère, mais ils sont à 20 minutes. L'équipe de protection rapprochée au sol est minimale. Nous avons des renseignements indiquant qu'une équipe de frappe hostile est déjà en position dans votre secteur. Votre domaine familial est le point stratégique le plus dangereux. Je suis sur place. Je confirme visuel sur le secteur nord de la piste, ai-je dit, scannant l'horizon. Isolde, écoutez-moi bien, la voix du directeur était grave. Vous devez sécuriser le périmètre immédiat. Si le président tente d'atterrir et qu'il y a un tireur sur votre colline, c'est fini. Vous avez carte blanche. Neutralisez toute menace. Et pour l'amour de Dieu, faites évacuer les civils. S'ils restent sur la terrasse, ils sont des dommages collatéraux potentiels ou pire, des boucliers humains. Compris, ai-je dit.
Mes directeurs, les civils, c'est ma famille. Alors vous savez à quel point ils sont en danger. Vous avez 40 minutes avant l'atterrissage. Bonne chance, commandant. La ligne a coupé. J'ai regardé le seau à glace vide dans ma main. Dehors, j'entendais les éclats de rire de Bérénice et les aboiements de mon oncle. Ils étaient en train de manger des petits fours, totalement inconscients qu'ils étaient assis au milieu d'un champ de tir, Killzone. Je devais retourner là-bas. Je devais redevenir Isolde la soumise pour quelques secondes encore, juste le temps de les sauver malgré eux. Mais je savais une chose, la fête était finie. Je suis sortie de la cuisine, non pas avec des glaçons, mais avec une détermination froide qui aurait dû les alerter si seulement ils avaient pris la peine de me regarder vraiment. Le soleil de midi tapait fort sur les dalles de pierre. L'odeur du thym et de la lavande se mêlait à celle, plus âcre, de mon anxiété. Je suis arrivée près de la grande table. Bérénice était debout, son téléphone à la main, en train de faire un direct sur Instagram. Coucou mes chéris. Regardez ce cadre magnifique. On est en famille, c'est tellement important les racines, n'est-ce pas? Même si certaines branches sont un peu sèches, disait-elle en tournant la caméra vers moi, juste au moment où j'arrivais. J'ai ignoré la caméra. J'ai posé mes mains à plat sur la table, renversant un verre d'eau. Le bruit a fait sursauter tout le monde. Écoutez-moi tous, ai-je dit, ma voix projetant une autorité qu'ils ne m'avaient jamais connue. Nous avons un problème grave. Il y a une fuite de gaz majeure sur la canalisation principale qui passe sous la colline. J'ai senti l'odeur près de la grange. C'est extrêmement dangereux. Nous devons évacuer la terrasse immédiatement et nous rendre dans la cave à vin souterraine. Les murs sont épais, nous y serons en sécurité le temps que les secours arrivent. C'était le meilleur mensonge que j'avais pu improviser. Rapide, plausible, urgent. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence. Oncle Baudouin a froncé les sourcils, une fourchette de melon en suspens vers sa bouche. Ma mère a commencé à se lever, l'inquiétude marquant son visage. Puis, Bérénice a éclaté de rire. Un rire cruel, incrédule. Une fuite de gaz? Ici? En plein air? Elle s'est tournée vers son téléphone, parlant toujours à ses followers invisibles. Vous entendez ça? Ma cousine la fonctionnaire essaie de se rendre intéressante. Elle invente une catastrophe pour gâcher ma fête. Ce n'est pas une blague, Bérénice, ai-je crié. Baissez-vous et allez vers la cave. Maintenant. Ne me donne pas d'ordre, petite, a rugi l'oncle Baudouin en se levant, le visage rouge de colère et de vin. Tu crois qu'on est stupide? Tu es jalouse parce que personne ne s'intéresse à toi, alors tu inventes des histoires. Une fuite de gaz. Et pourquoi pas une invasion extraterrestre? Isolde, assieds-toi et arrête de te donner en spectacle, a ajouté tante Jocelyne en remettant ses lunettes de soleil. Tu fais peur à ta mère pour rien. J'ai regardé ma mère. Elle était retombée sur sa chaise, tiraillée entre la peur et l'habitude de se soumettre à sa famille. Isolde, chérie, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne gâche pas tout. Je sentais le temps s'écouler comme du sable entre mes doigts. 35 minutes. Si je ne les bougeais pas, ils allaient être au milieu d'une fusillade potentielle. Mais leur arrogance était un mur plus solide que le béton armé. Je suis sérieuse, ai-je insisté, m'approchant de mon oncle. J'ai appelé les services d'urgence. Ils sont en route. Si vous ne bougez pas, je devrai... Tu devras quoi? M'a coupé Bérénice, s'approchant de moi, le téléphone braqué sur mon visage. Tu vas nous mettre une amende? Tu vas nous tamponner le front avec un refus administratif? Regardez-la, elle tremble. Elle est pathétique. À ce stade de l'histoire, je dois vous poser une question. Si vous étiez à ma place, face à une famille qui vous humilie alors que vous essayez de leur sauver la vie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné et couru vous mettre à l'abri seul? Ou auriez-vous continué à essayer? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Moi, je ne pouvais pas partir. Pas à cause d'eux, mais à cause de ma mère. Et parce que c'était mon devoir. Mais la diplomatie venait d'échouer. Soudain, mon regard a été attiré par un mouvement fugace à la lisière de la forêt, à environ 400 mètres en contrebas, près du vieux clocher de la chapelle abandonnée. Un éclat. Un reflet de soleil sur du verre. Pas une bouteille.
Une lentille. Une lunette de visée. Mon sang s'est glacé. Le tireur était déjà en place. Il n'était pas sur le toit de notre grange, il était dans la chapelle. Et il avait une ligne de mire parfaite sur la piste, mais aussi sur notre terrasse. Nous étions entre lui et sa cible. Ou pire, nous étions des témoins gênants. « Bérénice, éteins ce téléphone », ai-je dit d'une voix basse et terrifiante. « Ou quoi » a-t-elle nargué. C'est alors que mon téléphone sécurisé a vibré à nouveau. Pas un appel. Un message. J'ai baissé les yeux sur l'écran caché dans ma main. C'était une photo. Une photo prise de très loin, avec un téléobjectif puissant. On y voyait notre table. On voyait Bérénice en train de rire. On me voyait de dos. Et on voyait ma mère. Sur le front de ma mère, ajouté numériquement sur la photo mais implicite dans la réalité, il y avait un petit point rouge. Le message sous la photo disait simplement « Lâchez l'affaire, H de la Croix ». Où la vieille dame grecque passe en premier. Le monde autour de moi a cessé de tourner. Les rires de Bérénice sont devenus un bourdonnement lointain. Ils savaient qui j'étais. Ils savaient que j'étais là. Et ils utilisaient ma mère comme levier. La terreur a un goût métallique, comme sucer une vieille pièce de monnaie. Je l'avais ressenti à Paris, à Marseille, dans des planques sordides. Mais la ressentir ici, au milieu des vignes de mon enfance, sous le soleil éclatant de la Dordogne, c'était une violation intime. Je n'ai pas montré la photo à ma mère. Si elle paniquait, elle bougerait. Si elle bougeait, le tireur pourrait réagir par réflexe. Il fallait que je sois plus froide que la glace. J'ai levé les yeux vers le clocher lointain. Je ne voyais rien à l'œil nu, juste la pierre grise émergeant des arbres. Mais je savais qu'il était là. Un professionnel. Quelqu'un qui avait fait ses devoirs sur moi. Qui êtes-vous, ai-je pensé. Comment savait-il que j'étais un agent? Mon identité était protégée par des couches de sécurité que peu pouvaient percer. À moins qu'il n'y ait une fuite. Ou pire, une surveillance de longue date. Eh oh! La terre appelle Isolde. Bérénice claquait des doigts devant mon visage. Tu as vu un fantôme ou tu réalises enfin à quel point tu es ridicule? J'ai attrapé le poignet de Bérénice. Pas doucement cette fois. J'ai utilisé une prise de contrôle articulaire, le genre qu'on apprend la première semaine à l'académie, mais que j'avais perfectionné au fil des ans. J'ai serré juste assez pour faire mal, pour choquer. Aïe! Tu me fais mal. Lâche-moi, folle, a-t-elle crié, lâchant presque son précieux téléphone. Oncle Baudouin a renversé sa chaise en se levant. Touche pas à ma fille. Taisez-vous, ai-je sifflé, non pas en criant, mais avec une intensité si venimeuse qu'ils se sont figés. Bérénice, donne-moi ton autre téléphone. Celui qui est dans ton sac. Le rouge. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, massant son poignet. Quoi? Comment tu sais que j'ai? C'est un cadeau de mon ami russe, Dimitri. Je ne l'utilise jamais. Donne-le-moi. Maintenant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un téléphone, espèce d'idiote, ai-je dit, connectant enfin les points dans mon esprit. C'est un traceur passif. C'est comme ça qu'ils savent où nous sommes. C'est comme ça qu'ils écoutent. Bérénice, confuse et un peu effrayée par mon changement de personnalité, a fouillé dans son sac Birkin et en a sorti un appareil fin, rouge métallique. Dimitri a dit que c'était une batterie externe solaire. Je lui ai arraché des mains. Je l'ai retourné. Pas de marque. Juste un petit port de données. C'était un balise de géolocalisation militaire et un micro haute fréquence. Son ami riche n'était pas un petit ami. C'était un agent de renseignement qui l'utilisait pour m'atteindre. Sans hésiter, j'ai jeté l'appareil de toutes mes forces dans la fontaine en pierre au centre de la cour. Il a coulé avec un plouf satisfaisant. Mon chargeur, a hurlé Bérénice. Tu es complètement malade. Papa, fais quelque chose. Baudouin a avancé vers moi, le poing levé. C'était un homme grand, habitué à intimider ses employés et sa famille. Je vais te donner une leçon que ton père aurait dû te donner il y a longtemps. Je n'ai pas reculé. J'ai pivoté, ancrant mes pieds dans le sol.
Ma main droite s'est posée sur ma hanche, frôlant l'endroit où, si je n'étais pas en civil, mon arme de service aurait été. Baudouin, si tu fais un pas de plus, je te brise le bras en 3 endroits, ai-je dit calmement. Il s'est arrêté net, la bouche ouverte. Il n'avait jamais entendu ce ton. Personne dans cette famille n'avait jamais entendu ce ton. C'était le ton de quelqu'un qui a vu la mort et qui n'a plus peur des tyrans de salon. Tu me menaces, a-t-il bafouillé. Non, je t'informe, ai-je répondu. Maintenant, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de fuite de gaz. Il y a un homme avec un fusil de précision dans le clocher de la chapelle. Il vise cette terrasse. Maman, ne bouge pas la tête. Ma mère a laissé échapper un petit cri étouffé, portant la main à sa bouche. Isolde, arrête tes délires paranoïaques, a crié tante Jocelyne. Tu as besoin d'un psychiatre. Non, ai-je dit, regardant ma montre. J'ai besoin d'une zone d'extraction. Et vous avez besoin de vous taire. À cet instant, un bruit sourd a commencé à se faire entendre au loin. Un battement rythmique, lourd, qui faisait vibrer l'air et trembler les verres de cristal sur la table. Timp 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 timp. Bérénice a levé les yeux au ciel, plissant les yeux contre le soleil. C'est quoi ça? Un tracteur? Non, ai-je dit, un petit sourire froid touchant mes lèvres pour la première fois de la journée. C'est la cavalerie. Le bruit est devenu assourdissant en quelques secondes. 2 ombres immenses ont glissé sur les vignes, rapides comme des prédateurs. 2 hélicoptères EC-725 Caracal de l'armée de l'air, peints en gris sombre mat, ont surgi de derrière la ligne d'arbres. Le vent généré par leur rotor a frappé la terrasse comme un ouragan. Les nappes se sont envolées, les verres se sont brisés, les chapeaux de paille de ma famille ont valsé. Bérénice a hurlé, protégeant sa coiffure inutile. Oncle Baudouin s'est recroquevillé, se couvrant la tête de ses bras, terrifié. Eux qui se croyaient les rois du monde ressemblaient soudain à des fourmis paniquées. Les hélicoptères ne se sont pas posés, il n'y avait pas la place. Ils sont restés en vol stationnaire à 10 mètres du sol, les portes latérales ouvertes. Des cordes lisses ont été jetées. Et là, sous les yeux écarquillés de ma famille, des hommes en combinaison tactique noire, cagoulés, armés de fusils d'assaut HK-416, ont glissé le long des cordes avec une fluidité terrifiante. C'était le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, détachée pour la protection présidentielle. Ils ont touché le sol et se sont immédiatement déployés en éventail, formant un périmètre de sécurité autour de la terrasse, leurs armes pointées vers l'extérieur, vers les menaces que ma famille refusait de voir. Un officier, reconnaissable à ses galons, s'est détaché du groupe. Il ne s'est pas dirigé vers Baudouin, l'homme le plus riche. Il ne s'est pas dirigé vers Bérénice, la plus bruyante. Il a marché droit vers moi. Il s'est arrêté à 1 mètre, a claqué les talons et a porté la main à son casque pour un salut militaire impeccable. Commandant de la Croix, a hurlé l'officier pour couvrir le bruit des rotors. Unité Alpha en position. Le secteur est verrouillé. Nous attendons vos instructions pour le paquet VIP. Le temps s'est arrêté sur la terrasse. Les hélicoptères se sont éloignés pour surveiller la zone, ramenant un semblant de calme auditif. J'ai regardé ma famille. Leurs visages étaient des masques de choc absolu. La mâchoire de Bérénice pendait littéralement. Oncle Baudouin était blanc comme un linge, ses yeux passant de l'officier armé à sa nièce fonctionnaire en tailleur bon marché. Commandant, a chuchoté Bérénice, le mot sortant comme un étranglement. Mais, tu travailles à la mairie? J'ai ignoré sa question. J'ai sorti mon badge. Pas un badge d'employé municipal. Un porte-carte en cuir noir contenant une carte tricolore barrée d'une bande rouge diagonale, le signe des agents de très haut niveau de la sécurité intérieure et une plaque métallique dorée gravée du sigle de la République. Capitaine, ai-je dit à l'officier du GIGN, ma voix ferme et claire. La menace est identifiée au clocher sud, distance 400 mètres. Présence possible d'explosifs. J'ai besoin d'une équipe d'intervention immédiate sur le clocher. Et j'ai besoin que ces civils. J'ai désigné ma famille d'un geste vague, soient mis en sécurité dans la cave blindée. Immédiatement. Confiscation des téléphones. Risque de traçage. À vos ordres, commandant. L'officier s'est tourné vers ma famille. Mesdames, messieurs, veuillez me suivre. Tout de suite. Laissez vos affaires. Mais, ma voiture. A commencé Baudouin.
Monsieur, si vous ne bougez pas dans 3 secondes, mes hommes vous porteront, a aboyé l'officier. C'était le moment de bascule. Le moment où la réalité artificielle de Bérénice s'est effondrée face à la réalité brute de mon monde. Pourtant, alors que l'adrénaline me portait, un frisson glacé m'a parcouru. J'ai sorti mon téléphone sécurisé pour montrer le message de menace au capitaine, la photo avec le point rouge sur ma mère. Regardez ça, capitaine. Ils ont un visuel sur nous. J'ai déverrouillé l'écran. J'ai ouvert la messagerie cryptée. Vide. Le message n'était plus là. La photo avait disparu. Le journal d'appel était vierge. Quoi ? Ai-je murmuré, faisant défiler l'écran frénétiquement. C'était là il y a 2 minutes. Le capitaine m'a regardé, une lueur d'hésitation dans les yeux. Commandant ? La menace ? J'ai reçu une photo. Un sniper. Il visait ma mère. Commandant, nos scanners thermiques ne détectent aucune signature de chaleur humaine dans le clocher, a dit le capitaine, touchant son oreillette. Le drone vient de faire un passage. C'est vide. Il n'y a personne. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Pas de message. Pas de tireur thermique. Étais-je en train de craquer ? Était-ce le stress de la mort de papa qui refaisait surface, comme le prétendait ma tante ? Avais-je halluciné le point rouge ? Bérénice, qui était traînée vers la cave par un agent, s'est retournée et a crié. Vous voyez ? Elle est folle. Elle a tout inventé pour se rendre intéressante. Il n'y a personne. Pendant une fraction de seconde, le doute m'a envahi. Et si j'avais tort ? Et si j'avais déclenché une opération de sécurité nationale sur une hallucination paranoïaque ? Mais alors, j'ai repensé au chargeur de Bérénice que j'avais jeté dans l'eau. Et j'ai repensé à l'angle de la photo. Le soleil. L'ombre. Non, ai-je dit, reprenant mes esprits. Capitaine, ne vous fiez pas aux thermiques. Ils utilisent des couvertures thermiques de qualité militaire. Ils sont là. C'est un piège numérique. Ils ont effacé les messages à distance pour me faire passer pour une incompétente et me faire baisser la garde. J'ai levé les yeux vers le clocher. Je vais le chercher moi-même. Négatif, commandant, vous êtes le coordinateur, vous ne pouvez pas ? Je suis la seule à connaître ce terrain. Je jouais dans cette chapelle quand j'étais gamine. Je connais les angles morts que votre drone ne voit pas. J'ai tendu la main vers l'agent le plus proche. Donnez-moi votre HK416 et votre gilet. L'agent a hésité, a regardé son capitaine. Le capitaine a vu le feu dans mes yeux. Il a hoché la tête. J'ai enfilé le gilet pare-balles lourd par-dessus mon chemisier taché de vin. J'ai vérifié la chambre du fusil d'assaut. J'ai regardé ma famille qui disparaissait dans l'obscurité de la cave, les yeux de ma mère remplis de larmes et de peur. Fermez cette porte et ne l'ouvrez pour personne sauf moi, ai-je ordonné. Puis je me suis mise à courir vers les vignes, une guerrière en jupe crayon et gilet tactique, courant vers la mort pour protéger ceux qui m'avaient méprisé toute ma vie. Courir dans des rangées de vignes avec des chaussures de ville n'est pas idéal, mais l'adrénaline est un puissant anesthésiant. Je connaissais chaque pied de vigne, chaque pierre de ce domaine. C'était mon terrain de jeu bien avant d'être le terrain de chasse d'un assassin. Alpha a un commandant, nous avons des mouvements suspects secteur et, lisière de forêt, crachota mon oreillette. Reçu. C'est une diversion, ai-je haleté en sprintant, courbé en deux pour rester sous la ligne de visée des feuilles de vigne. La menace principale est au clocher. Ne déviez pas vos yeux de la piste. Je savais qu'ils essayaient de diviser nos forces. C'était une tactique classique. Créer du bruit à l'est pour que le tireur à l'ouest puisse aligner son tir sur le cockpit de l'avion présidentiel sans être dérangé. Arrivé au pied de la colline de la chapelle, je me suis plaqué contre un vieux mur de pierre sèche. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de cette hyperlucidité froide qui précède le combat. J'ai repensé à Baudouin. À son visage quand j'ai pris le commandement. À la façon dont Bérénice s'est tue quand j'ai sorti mon badge. Pendant des années, j'avais cru que leur validation était ce qui me manquait. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. Mais accroupi dans la boue, serrant un fusil d'assaut, j'ai réalisé une vérité brutale, je n'avais pas besoin qu'ils soient fiers. J'avais besoin qu'ils soient en sécurité. C'était ça, la différence entre leur monde superficiel et le mien.
Eux cherchaient l'admiration. Moi, je cherchais le résultat. Capitaine, ai-je chuchoté dans la radio. Je suis au point d'insertion. Je vais entrer par la crypte. C'est un accès que les plans cadastraux ne montrent pas. Commandant, attendez les renforts. Vous êtes seul. Négatif. L'avion atterrit dans 12 minutes. Si j'attends, il aura une fenêtre de tir. J'ai contourné la ruine, écarté des ronces épaisses et trouvé la vieille grille rouillée que j'utilisais enfant pour faire peur à mes cousins. Elle a grincé, mais le vent couvrait le bruit. Je me suis glissé dans l'obscurité fraîche de la crypte. L'odeur de salpêtre et de vieilles pierres m'a accueilli. J'ai monté l'escalier en colimaçon, silencieuse comme une ombre. Mes années d'entraînement au CQB, combat close quarté, ont pris le dessus. Chaque pas était calculé. Arrivé en haut, sous la charpente du clocher, j'ai vu la lumière filtrer à travers les persiennes en bois. Et je l'ai vu. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient deux. Un observateur, spoté, et un tireur. Ils étaient allongés, recouverts de couvertures thermiques argentées, ce qui expliquait l'échec du drone. Le fusil était un monstre, un Barrett .50, capable de transpercer le blindage d'un avion ou un moteur à 2 km. Le spoté a murmuré quelque chose en russe dans sa radio. Le tireur a ajusté sa lunette. Il visait l'approche de la piste. Je n'ai pas hésité. Pas de sommation. C'était une situation tir à vue. J'ai levé mon HK-416. Police. Ne bougez plus. C'était stupide de crier, mais le protocole restait ancré quelque part. Le spoté a pivoté avec une vitesse incroyable, sortant une arme de poing munie d'un silencieux. Pac pac. J'ai tiré 2 fois. Double tape dans le torse du spoté. Il a été projeté en arrière. Le tireur a lâché son fusil lourd et a tenté de dégainer un couteau de combat tout en roulant sur le côté. Il était rapide, trop rapide. Il s'est jeté sur moi avant que je puisse réaligner mon arme longue dans cet espace exigu. Le choc m'a coupé le souffle. Nous avons roulé sur le plancher poussiéreux. Il sentait le tabac froid et la sueur rance. Il était fort, mais j'étais en rage. J'étais en rage contre lui pour avoir menacé ma mère, en rage contre ma famille pour m'avoir humilié, en rage contre le monde entier. Il a essayé de m'étrangler. J'ai vu des étoiles. J'ai repensé au visage suffisant de Bérénice. Tu es pathétique. Non, ai-je hurlé. J'ai planté mon pouce dans son œil. Il a hurlé. J'ai profité de son recul pour lui asséner un coup de crosse violent sur la tempe. Il s'est effondré, inerte. Je me suis relevée, haletante, essuyant le sang qui coulait de ma lèvre fendue. J'ai ramassé ma radio qui avait glissé au sol. Commandant à Alpha. Cible neutralisée. 2 hostiles au tapis. Le fusil est sécurisé. Bien reçu, commandant. Beau travail, a répondu le capitaine, le soulagement évident dans sa voix. Regardez vers l'est, Isolde. Je me suis approché de l'ouverture du clocher. Au loin, dans le ciel azur, un point brillant grandissait. Le Falcon 7X présidentiel, magnifique et vulnérable, entamait sa descente finale. Sans moi, il aurait été transformé en boule de feu à cet instant précis. Mais alors que je regardais l'avion descendre, j'ai remarqué quelque chose sur l'équipement du tireur inconscient. Une tablette ouverte. Sur l'écran, il n'y avait pas de plan de vol. Il y avait des profils. Des profils Facebook. Celui de Bérénice. Celui de Baudouin. Celui de ma mère. Et des centaines de pages de conversations transcrites. Et en haut du dossier, un titre en cyrillique que je pouvais déchiffrer. Opération Cassandre. Déstabilisation psychologique dès l'agent cible PAR l'environnement familial. Je me suis figé. Ce n'était pas juste un assassinat. C'était une opération dirigée contre moi. Ma famille n'était pas juste bête et méchante. Elle avait été transformée en arme. L'avion s'est posé. J'ai regardé les roues toucher le tarmac de Bergerac, la fumée blanche des pneus marquant la fin du danger immédiat pour le président. Mais pour moi, le cauchemar venait de prendre une nouvelle dimension. J'ai laissé l'équipe d'extraction du GIGN s'occuper des prisonniers, le tireur était encore vivant, bien qu'inconscient.
Je suis redescendu de la colline, mes jambes tremblant un peu maintenant que l'adrénaline retombait. De retour à la terrasse, l'ambiance avait changé. Ma famille avait été sortie de la cave une fois la zone déclarée verte. Ils étaient assis sur les chaises restantes, silencieux, pâles. Ils me regardaient approcher, moi avec mon gilet tactique trop grand, mon visage sale, du sang sur le menton. Ils me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Un homme en costume gris m'attendait. C'était le docteur Laroche, psychologue opérationnel de la DGSI, arrivé avec le 2e hélicoptère. Il tenait la tablette que j'avais vue dans le clocher. « Isolde, a-t-il dit doucement. Il faut qu'on parle. » De ça. Il a tapoté l'écran. Il savait tout, n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix rauque. C'est ce qu'on appelle une cognitive warfare, guerre cognitive, a expliqué Laroche, assez fort pour que ma famille entende. Il voulait qu'ils entendent. Isolde, vous êtes l'un de nos meilleurs agents. Incorruptible. Intouchable. Sauf sur un point, votre famille. Bérénice a levé la tête, les yeux rouges d'avoir pleuré. De quoi il parle? Laroche s'est tourné vers elle. Madame, depuis 3 ans, votre fil d'actualité Facebook, vos publicités Instagram, les articles que vous lisiez, tout était manipulé. Des algorithmes ciblés, payés par une puissance étrangère hostile, pour vous inonder de contenus antifonctionnaires, de mépris pour les femmes célibataires de plus de 30 ans, de glorification de l'argent facile. C'est ridicule, a craché Baudouin, bien que moins fort que d'habitude. Vraiment, a continué Laroche. Monsieur, vous avez rejoint 3 groupes Facebook l'année dernière sur la vérité sur les parasites de l'État, n'est-ce pas? Ces groupes étaient administrés depuis Saint-Pétersbourg. Ils ont analysé vos profils psychologiques. Ils savaient que vous étiez narcissique et insécure. Ils ont amplifié ces traits. Ils vous ont nourri de haine pour qu'à chaque réunion de famille, vous attaquiez Isolde. Pour que vous la brisiez psychologiquement. Pour qu'elle doute d'elle-même, qu'elle soit distraite, fatiguée, déprimée. Je me suis sentie nauséeuse. Toutes ces insultes. Ces tu n'es rien. Ces moqueries sur mon célibat. Ce n'était pas seulement de la méchanceté familiale ordinaire. C'était une campagne militaire. J'étais la forteresse, et ma famille était le bélier qu'ils utilisaient pour enfoncer la porte. Ils voulaient que je démissionne, ai-je demandé. Mieux. Ils voulaient que vous soyez instable aujourd'hui. Ils savaient que le président viendrait un jour dans la région. Ils ont préparé le terrain. Aujourd'hui, avec les faux messages qui disparaissaient, ils voulaient vous faire passer pour folle devant vos collègues pour que vous soyez relevé de vos fonctions juste avant l'atterrissage. Si vous aviez craqué, si vous aviez écouté votre cousine qui vous traitait de paranoïaque, le président serait mort à l'heure qu'il est. Un silence lourd est tombé sur la terrasse. J'ai regardé Bérénice. Pour la première fois, je ne voyais pas un monstre. Je voyais une marionnette. Une marionnette vaniteuse, stupide, certes, mais une marionnette dont les ficelles étaient tirées par des gens bien plus dangereux qu'elle. Elle a regardé ses mains, puis moi. Je ne savais pas. Je pensais juste que... Tu pensais ce qu'il voulait que tu penses, ai-je dit froidement. Tu as été leur idiot utile, Bérénice. Tu as failli aider à assassiner le président parce que tu ne pouvais pas t'empêcher d'être méchante avec moi. Elle a éclaté en sanglots. Pas des sanglots de crocodile cette fois. Des vrais. La honte pure. Baudouin s'est affaissé sur sa chaise, l'air d'un vieil homme vaincu. Seule ma mère s'est levée. Elle a marché vers moi, ignorant le gilet pare-balles, le sang, les armes autour de nous. Elle a pris mon visage dans ses mains. Ses mains tremblaient. Ils n'ont pas réussi, a-t-elle dit doucement. Ils ont essayé de nous utiliser pour te briser, mais tu ne t'es pas brisée. Tu es la fille de ton père, Isolde. Tu es faite d'acier. J'ai fermé les yeux, sentant une larme couler sur ma joue sale. C'était la première fois depuis la mort de papa que je me sentais vue. Mais le moment d'émotion a été coupé net. La radio du capitaine a grésillé. Commandant de la Croix. Ici escorte présidentielle. Le président a demandé à voir l'officier qui a sécurisé la zone. Le convoi arrive à votre position dans 2 minutes. Le convoi présidentiel n'a rien à voir avec le cortège de voitures de luxe que mon oncle Baudouin admirait tant. C'est une démonstration de force brute et silencieuse.
Des motards de la garde républicaine ont ouvert la route, suivis de 2 SUV blindés aux vitres teintées si épaisses qu'elles semblaient noires, et au centre, la limousine présidentielle, arborant le petit fanion tricolore sur l'aile avant. Ils sont entrés dans la cour du domaine, écrasant les graviers avec une autorité incontestable. Ma famille s'est levée comme un seul homme. Baudouin a tenté de lisser sa chemise froissée. Bérénice a essuyé ses yeux, cherchant désespérément un miroir, avant de se rappeler qu'elle n'avait plus son sac. Tante Jocelyne était pétrifiée. La portière de la limousine s'est ouverte. Un garde du corps géant est sorti, scannant la zone, puis a fait signe. Le président de la République française est sorti. Il avait l'air fatigué, sa cravate légèrement dénouée, signe du stress du vol dérouté, mais son charisme était intact. Il a marché directement vers le capitaine du GIGN, qui l'a orienté vers moi. « Monsieur le Président » a dit le capitaine. « Voici le commandant de la Croix. » C'est elle qui a nettoyé le clocher. Le président s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé de haut en bas, mes chaussures crottées, mon chemisier taché de vin et de sang, le fusil d'assaut encore en bandoulière. Il a souri. « Commandant » a-t-il dit, me tendant la main. On m'a dit que c'était une réunion de famille qui a mal tourné? J'ai serré sa main, tachant probablement sa manchette impeccable de poussière. On peut dire ça, monsieur le président. Désolé pour l'accueil rustique. Il a ri. Vous avez neutralisé un sniper à 500 mètres avec une équipe réduite et sauvé mon avion. Je pense que je peux pardonner le manque de petits fours. Puis, son regard s'est déplacé vers le groupe de civils hébétés derrière moi. Et voici, la famille? Oui, monsieur. Le président s'est approché d'eux. Baudouin tremblait tellement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Bérénice fixait le sol, incapable de soutenir le regard de l'homme le plus puissant du pays après l'avoir entendu faire l'éloge de la cousine qu'elle venait de traiter de ratée. « Vous avez une nièce extraordinaire » a dit le président à Baudouin, sa voix devenant soudainement plus grave, plus présidentielle. « J'espère que vous réalisez la chance que vous avez. Des gens comme Isolde, ils portent le poids de la nation sur leurs épaules. Ils le font dans l'ombre, sans demander de merci, souvent pour des salaires bien inférieurs à ce qu'ils méritent, pendant que d'autres... » Il a laissé traîner son regard sur la tenue de luxe de Bérénice, profite de la liberté qu'elle garantit. C'était une gifle diplomatique, mais une gifle quand même. Baudouin a balbutié quelque chose d'incompréhensible, ressemblant à oui. Honneur. France. Prenez soin d'elle, a conclu le président. Car la France a besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de vous. Il s'est retourné, m'a fait un dernier signe de tête et est remonté dans sa voiture. Le convoi a fait demi-tour et est reparti vers la préfecture, laissant derrière lui un nuage de poussière et un silence assourdissant. Je me suis tenu là, regardant les feux arrière disparaître. J'ai retiré le gilet lourd, le laissant tomber au sol avec un bruit sourd. Mes épaules me faisaient mal. Ma lèvre me lançait. Alors, ai-je dit, me tournant vers ma famille. Qui veut du gâteau? La question était purement rhétorique, bien sûr. Personne n'avait faim. L'appétit de Bérénice pour le drame et celui de Baudouin pour la nourriture avaient été coupés net par la réalité. Les agents du GIGN commençaient à démonter le périmètre. L'équipe scientifique arrivait pour analyser la scène du clocher. Le domaine de mon grand-père était devenu une scène de crime et une zone militaire. Ma mère s'est approchée de moi avec une bassine d'eau tiède et un linge propre qu'elle avait trouvé je ne sais où. Sans un mot, elle a commencé à nettoyer le sang sur mon menton. « Ça fait mal ?» a-t-elle demandé. « Moins que tes silences pendant toutes ces années, maman » ai-je répondu doucement. Elle s'est figée, la main en l'air. « Je sais. J'avais peur d'eux. De mon frère. De ce qu'il dirait. Je suis désolée, Isolde. J'ai été faible. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir peur, ai-je dit. Mais tu dois arrêter de les laisser te définir. Papa n'aurait jamais voulu ça. » À l'évocation de papa, Baudouin, qui écoutait à quelques pas, a eu un mouvement de recul. Il s'est raclé la gorge, cherchant une contenance qu'il avait perdue à jamais. « Isolde. » a-t-il commencé, sa voix n'ayant plus rien de son arrogance habituelle. « Nous ne savions pas. Si nous avions su que tu étais, enfin, importante. » J'ai ri. Un rire sec, sans joie. C'est ça le problème, oncle Baudouin. Vous ne respectez les gens que s'ils sont importants,
riche ou puissant. Si j'avais vraiment été une simple employée de mairie, est-ce que je méritais votre mépris? Est-ce que mon travail aurait été moins digne? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Le respect ne se doit pas au titre, ai-je continué. Il se doit aux êtres humains. Vous m'avez traité comme une moins que rien parce que ça vous faisait vous sentir grand. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est que la vraie grandeur. Et ce n'est pas une Porsche. C'est de se tenir debout quand tout le monde est à terre. Bérénice s'est approchée, les yeux gonflés. Elle avait l'air d'une petite fille perdue sans ses jouets. Est-ce que je vais aller en prison? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Pour le téléphone? Pour avoir gêné l'opération? J'ai regardé le capitaine du GIGN qui attendait mes instructions pour le rapport. Je pouvais les détruire. Je pouvais porter plainte pour entrave, pour mise en danger de la vie d'autrui. Je pouvais faire de leur vie un enfer administratif et judiciaire. C'était tentant. Mon Dieu, que c'était tentant. Mais j'ai regardé ma mère. Elle me suppliait du regard. Non pas pour les sauver eux, mais pour sauver ce qui restait de la paix familiale. Et puis, je me suis souvenu des paroles du docteur Laroche. Ils avaient été manipulés. C'étaient des imbéciles, oui, mais des imbéciles instrumentalisés. Non, ai-je dit à Bérénice. Tu ne vas pas en prison. Mais tu vas faire quelque chose pour moi. Quoi? Tout ce que tu veux, a-t-elle dit rapidement. Tu vas arrêter de suivre ces comptes idiots sur les réseaux sociaux. Tu vas arrêter de juger les gens sur leur salaire. Et la prochaine fois qu'on se voit, en fait, non. Il n'y aura pas de prochaine fois avant très longtemps. J'ai vu le soulagement, puis la tristesse passer sur son visage. Elle réalisait qu'elle avait perdu plus que sa fierté aujourd'hui. Elle avait perdu sa cousine. Le soleil commençait à descendre sur les vignes, baignant le domaine d'une lumière orange sanguine, presque irréelle après la violence de la journée. Les hélicoptères étaient repartis, emportant les prisonniers vers une base secrète pour interrogatoire. Le silence revenait, mais c'était un silence différent. Lourd de non-dits et de vérités trop crues. J'ai ramassé mon sac à main, maintenant vide de son équipement tactique. J'ai marché vers ma vieille Peugeot 206. Tu pars? A demandé ma mère. Oui. J'ai un rapport à faire. Et je suis fatiguée, maman. Tu ne restes pas pour le dîner? A demandé tante Jocelyne, tentant maladroitement de normaliser la situation, comme si on pouvait simplement passer à table après une tentative d'assassinat. Je l'ai regardée avec incrédulité. Tante Jocelyne, tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais besoin d'un psychiatre. Je pense que c'est nous tous qui avons besoin de prendre du recul. Je me suis tournée vers Baudouin. Oncle, la prochaine fois que tu as envie de te moquer de quelqu'un qui gagne le SMIC, rappelle-toi que c'est peut-être cette personne qui surveille le ciel pendant que tu dors. J'ai ouvert la portière de ma voiture qui a grincé bruyamment. Pour la première fois, ce grincement ne m'a pas fait honte. C'était le son de ma réalité. Une réalité authentique. Bérénice s'est avancée vers la voiture. Elle a posé une main manucurée sur la portière, m'empêchant de la fermer. Isolde, attends. Je voulais te dire. Merci. Tu nous as sauvé la vie. Et maman aussi. Je faisais mon travail, Bérénice. Non, ce n'est pas juste ton travail. Tu es courageuse. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je suis désolée pour le vin. Pour tout. J'ai soupiré. Les excuses, c'est facile quand on a peur, Bérénice. Voyons si elles tiennent quand tu seras retournée dans ton spa avec tes copines riches. Si tu changes vraiment, appelle-moi dans 6 mois. D'ici là, oublie mon numéro. J'ai tiré la portière, l'obligeant à reculer. J'ai démarré le moteur. Il a toussé un peu avant de ronronner. En reculant, j'ai vu ma famille debout dans l'allée. Ils semblaient petits. Insignifiants. Le château derrière eux, symbole de leur statut, n'était qu'un tas de pierres. La vraie forteresse, c'était moi. Ma mère m'a envoyé un baiser de la main. J'ai vu qu'elle souriait. Un vrai sourire, fier. Elle avait enfin compris que sa fille n'était pas une ratée. Sa fille était un rempart. J'ai passé la première et je suis partie, laissant un nuage de poussière recouvrir une dernière fois la Porsche de Bérénice. Je n'ai pas pris la route de Bordeaux tout de suite.
J'ai fait un détour par le petit cimetière communal de Bergerac, niché à l'ombre de cyprès centenaires. Il n'y avait personne. Juste le chant des cigales et la chaleur de la fin d'après-midi. Je me suis arrêtée devant la tombe de mon père. La pierre était simple, grise, ornée d'une petite photo de lui souriant, une canne à pêche à la main. « Salut papa » ai-je murmuré. Je me suis assise sur le petit banc en pierre face à la tombe. J'ai sorti de ma poche quelque chose que le président m'avait glissé discrètement dans la main avant de remonter dans sa voiture, un détail que ma famille n'avait pas vu. C'était une petite boîte en velours. À l'intérieur, une épinglette. Pas une médaille officielle, cela viendrait plus tard avec le protocole, mais une épinglette personnelle de la présidence, un aigle stylisé. Tu avais raison, ai-je dit à la pierre froide. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais vraiment. Mais ce n'est pas grave. J'ai repensé à toutes les fois où papa m'avait défendu, maladroitement, face à Baudouin. Toutes les fois où il m'avait dit qu'il était fier de ma bureaucratie, même s'il ne savait pas ce que je faisais vraiment. Au fond, il savait. Un père sait toujours quand sa fille porte un fardeau. J'ai protégé maman. Et j'ai même protégé les autres idiots, ai-je ri doucement. Je crois que tu aurais bien rigolé en voyant la tête de Baudouin face au GIGN. J'ai posé l'épinglette sur la tombe, coincée entre deux pots de fleurs fanées. C'est pour toi, papa. C'est toi qui m'as appris le courage. Pas celui des armes, mais celui de rester soi-même quand tout le monde te dit que tu n'es rien. Je suis restée là un long moment, laissant le silence du cimetière apaiser le tumulte de la journée. Je n'étais plus la cousine pauvre. Je n'étais plus la victime d'une guerre psychologique russe. J'étais Isolde Delacroix. Et pour la première fois de ma vie, ce nom suffisait. J'ai repris la route alors que le soleil disparaissait derrière les collines de la Dordogne. Mon téléphone sécurisé a vibré. Un nouveau message du directeur, rapport attendu à 08 cents. Bon travail, Isolde. Reposez-vous. J'ai souri. Le travail ne s'arrête jamais. Mais demain, je l'affronterai avec une nouvelle armure, la certitude que rien, ni les balles ni les mots empoisonnés de ma famille, ne pouvaient plus m'atteindre. Cette journée a changé ma vie, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Je n'ai pas eu de promotion, j'étais déjà au sommet de mon échelon, je n'ai pas gagné au loto, et je conduis toujours ma Peugeot 206. Mais quelque chose de fondamental a changé, l'équilibre du pouvoir. Bérénice m'a envoyé un message 3 jours plus tard. Pas d'insultes, pas de vantardise. Juste une photo d'elle, sans maquillage, en train de faire du bénévolat dans une soupe populaire. Sous la photo, elle avait écrit « J'essaie de comprendre ce que veut dire servir. » C'est dur. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai gardé la photo. Quant à oncle Baudouin, il a mystérieusement cessé d'organiser les cousinades. On dit dans la famille qu'il a développé une phobie soudaine des hélicoptères et des bruits forts. J'ai appris une leçon précieuse ce jour-là, et je veux la partager avec vous. Nous passons souvent notre vie à chercher la validation de personnes qui sont incapables de voir notre vraie valeur. Nous laissons des gens toxiques, même, et surtout, s'ils sont de notre famille, nous faire sentir petits. Mais la vérité, c'est que leur mépris est souvent le reflet de leur propre insécurité. Et parfois, comme dans mon cas, c'est littéralement une arme utilisée contre vous. Ne laissez personne vous dire que ce que vous faites est inutile. Que votre vie est petite. Que vous n'avez pas d'ambition parce que vous ne conduisez pas une voiture de sport. La vraie ambition, c'est de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Et si un jour, votre famille se moque de vous, souriez. Gardez le silence. Parce que vous ne savez jamais quand un hélicoptère noir pourrait atterrir dans votre jardin pour remettre les pendules à l'heure. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, si vous aussi vous avez une Bérénice ou un Baudouin dans votre vie, mettez un j'aime à cette vidéo. Mieux encore, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Quelle est la meilleure revanche que vous ayez prise sur une famille toxique? Je lis tous vos commentaires, c'est ma thérapie à moi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite, car figurez-vous que l'histoire du terrain du grand-père est loin d'être finie, et Bérénice a encore quelques tours dans son sac Birkin. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. À bientôt.